D'abord, je suis militante contre le racisme, ça veut dire que parmi toutes les activités que j'ai, il m'arrive aussi parfois d'interpeller les gens et les féministes sur, on va dire, des questions d'utilisation de la cause des femmes, de genre d'instrumentalisation. Ça, je le fais dans des cadres collectifs. Après, à titre personnel, il y a 2 ans, j'ai monté un projet qui était un projet complètement innovant sur la question des crimes conjugaux. Je suis partie en fait d'une situation vécue par un proche et j'ai politisé cette question. Ça me semblait normal par rapport à ma culture militante. On a l'habitude de partir de cas privés, individuels, et puis à partir de là, on politise. Et puis je me suis rendu compte que politiser, c'était pas naturel pour tout le monde. Cette démarche-là, elle n'était pas comprise par tout le monde. Moi, ça m'a interpellée parce qu'en fait, le fait de politiser, ça permet de montrer qu'un individuel, il peut être rattaché à des structures et il n'est pas simplement, on va dire, quelque chose comme un fait divers, quoi. Ensuite, ce qu'il y avait avec ce projet, c'est que je partais d'un constat qui était que les dispositifs qui existent ne fonctionnent pas du tout. Et puis, quand ils concernent les femmes qui ne sont pas blanches, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils peuvent se retourner en répression. Et mon projet, franchement, c'était de la bombe. Il s'appuyait sur une expertise totale. Je l'ai présenté aussi à un moment où on parlait encore pas trop des féminicides. On va dire que ça a un petit peu changé depuis. Je l'ai présenté à des organisations féministes locales et nationales. Et ça a été un four, un échec total. Alors j'ai rencontré de l'indifférence, du mépris aussi. Et alors, de ce point de vue-là, ça a été un échec, mais ça m'a permis de constater plusieurs choses. Donc la première, c'est que j'ai vu une méconnaissance de la question des crimes conjugaux. J'ai trouvé ça même un peu catastrophique. Ensuite, donc, je le disais tout à l'heure, c'est une difficulté à politiser cette question. Alors, depuis, ça a un peu changé, mais ce que je vous disais sur la nécessité de politiser pour avancer, c'est que si on est dans le décompte, en fait, on attend. Et or, la situation des gens en pré-féminicide, on va dire, c'est plutôt l'urgence. Donc, l'attente, c'est pas exactement le bon rythme. Ensuite, j'ai vu un désintérêt et une méconnaissance aussi totale de ce qui fait la condition d'une femme non blanche, qu'elle soit noire, arabe, qu'elle soit rome, migrante. Et ça m'a semblé dommage parce que les femmes non blanches, elles représentent la majorité des usagères des associations d'accueil des femmes victimes de violences. Ensuite, dans certaines des associations, on va dire celles qui font de l'accueil, j'ai vu aussi une relation un petit peu déséquilibrée. Et par ma présence, en fait, et par mon projet, je venais un peu bousculer la relation habituelle, qui est d'associative à usagère. Et j'ai aussi vu des associatives qui ne savaient pas trop comment me gérer, en fait. Moi, j'arrivais avec mon assurance, ma maîtrise, mon expertise, et ça bousculait un peu les habitudes. Donc, en résumé, pour moi, le constat, c'était qu'on n'est pas du même monde. On n'a pas la même langue non plus, et je voulais aborder les choses de mon point de vue, en donnant des éléments de repère, en défaisant des idées reçues aussi peut-être. Et à partir de là, je me dis que si on arrive à parler un langage commun, on peut passer à l'action ensuite, parce que moi, ma démarche, elle est pas juste cette conférence, elle est ensuite de pouvoir passer à l'action. Alors, cette conférence, elle s'appelle Décoloniser. Pourquoi ? Décoloniser, c'est d'abord politiser, c'est aussi essayer de comprendre le rôle que joue le racisme là-dedans. C'est aussi identifier les structures de pouvoir et c'est toujours réfléchir les choses dans leur globalité avec leurs implications. Et donc, des fois, quand on a cette démarche, des fois on est sur le temps long et puis des fois on est sur un temps de l'action et de la lutte qui est un temps très court. Donc, je ferai les deux aujourd'hui. La première fois que j'ai donné cette conférence, c'était le 25 novembre dernier, à l'occasion donc de la Journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes. Pour commencer, j'aimerais rappeler comment est née cette journée et le sens que moi je lui donne. Donc l'origine du 25 novembre, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la journée en France où jusqu'à présent c'était, on va dire, la journée de l'année où on parlait des violences faites aux femmes, et puis le reste de l'année
ça n'existait pas tellement. Donc cette journée-là, il y a plein d'initiatives, ça vient parfois de l'État ou des collectivités locales. Ça peut venir aussi évidemment des associations, des collectifs militants. D'un point de vue décolonial, ce qui est intéressant dans une ville comme Toulouse, c'est qu'on peut voir aussi que il y a des différences en fait dans les contenus en fonction des zones de la ville. Or, on sait que les zones de la ville, elles disent aussi de la concentration de population non blanche, dans les quartiers par exemple, et on voit que les thématiques, c'est pas du tout les mêmes. Alors on pourrait penser que ça vient d'un besoin différent qui vient des habitants, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Souvent, ça ressemble à une demande de l'extérieur, quelque chose qui est organisé de l'extérieur et puis qui est décliné différemment, mais ça vient pas vraiment des habitants. J'ai pas connaissance massivement d'habitants qui seraient investis sur ce 25 novembre-là. C'est plutôt quelque chose de, on va dire, de la société blanche. C'est pas dans les quartiers, c'est pas une date qu'on retient ou qui a un sens particulier. Et du coup, on va avoir des actions qui vont être un peu culturalistes, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer quelles seraient les préoccupations des gens des quartiers. Donc c'est des fois le 25 novembre, vu par les gens qui n'y vivent pas, avec des choses, bon, on a de tout, hein, on a vraiment eu de tout. Hein. Ici à Toulouse, il y a quelques années, je l'avais dénoncé, un guide qui avait été fait pour parler des violences faites aux femmes. Ça parlait d'excision et de choses qui ne représentent pas du tout les préoccupations majoritaires des femmes non blanches. Ça avait été fait par la mairie, par exemple. Donc cette date du 25 novembre, elle a été choisie par l'ONU dans les années 70, en 1975. Et l'idée, c'était de rendre hommage aux 3 sœurs Mirabal qui ont été assassinées par un dictateur, le dictateur Trujillo, en République dominicaine. Et alors, pour comprendre le choix de l'ONU, il faut revenir dans les années 70. Donc moi, comment je l'analyse, c'est que les années 60, au niveau mondial, c'est quoi? C'est les peuples du tiers-monde et puis les non-blancs dans le Nord, comme par exemple aux États-Unis, qui luttent pour leurs droits, pour la liberté, pour la justice, contre l'impérialisme aussi, contre le racisme. Les années 60, c'est ça. Le Nord le regarde avec beaucoup d'intérêt, c'est stimulant. Et donc, la décennie vraiment importante pour le féminisme, c'est celle des années 70, où il y a plein de choses qui émergent. Et du coup, l'ONU, je pense, veut prolonger ça ou soutenir ça et dit, bon, 1975, ça va être l'année consacrée à la condition des femmes. Et il y a plein d'actions sont décidées. Alors l'ONU choisit toujours d'organiser les choses par grandes régions du monde. Et là, ils choisissent pour la région Amérique latine-Caraïbes de faire de grandes conférences où se réunissent des militantes, donc qui sont des militantes. Je ne sais pas si elles se présentent comme féministes, mais encore comme des femmes qui réfléchissent la condition des femmes en lien avec le colonialisme, en lien avec les questions économiques. Et la première de ces conférences va avoir lieu en 1983. Non, 1980, pardon, Bogota. Il y a 200 femmes qui vont participer. Elles viennent de plein de pays, l'Équateur, le Panama, le Pérou, le Brésil, enfin, je ne vais pas tous les citer. Donc on les voit là pendant cette conférence et elles débattent. Cette conférence, il y a des oppositions très fortes, on va dire qu'il y a 3 blocs. Premier bloc, c'est plutôt les révolutionnaires. Donc les révolutionnaires, elles disent qu'il faut faire table rase, il faut changer les institutions du pays. C'est ça qui ne fonctionne pas, tant qu'on ne les aura pas remplacées. Le problème se posera toujours. Il y a un bloc de militantes de gauche qui, elles, veulent penser la condition des... Elles ne veulent pas tout mettre à plat, elles veulent par contre penser la condition des femmes comparée à celle des hommes. Et puis les aspects économiques aussi sont très importants pour elles. Et puis il y a les militantes féministes qui, elles, disent nous, on veut plutôt être sur de la stratégie, on veut réfléchir, on ne veut pas être dans des actions concrètes tout de suite. Et elles vont s'affronter pendant cette conférence. Par contre, elles vont être d'accord sur une chose, c'est rendre hommage aux 3 sœurs Mirabal. Et c'est cette idée-là que l'ONU reprendra plus tard pour représenter la condition des femmes dans le monde. Toujours dans une perspective décoloniale, ça me semblait intéressant de comprendre ce que ça représente leur assassinat, non pas pour nous de loin, mais dans l'histoire de la République dominicaine. Donc ça veut dire revenir en arrière dans l'histoire de la République dominicaine, au départ de la rencontre entre les Européens et les habitants donc, de l'île. Elle était elle était peuplée de 1 million de Taïnos à l'époque.
Et donc ils étaient 1 million, ils étaient répartis en 5 groupes, 5 royaumes, chacun avait un chef. Et alors il y avait quelques Caribes aussi sur l'île, mais il y avait des relations antagonistes en fait entre les Taïnos et les Caribes. On trouvait des Taïnos aussi sur les îles autour. Alors Colomb arrive en 1492. Au moment où il arrive, le côté montagneux de l'île s'appelle Haïti, ça veut dire terre montagneuse. Et c'est lui qui décide d'appeler ce lieu Hispaniola. Quand il arrive, un des chefs taïnos l'autorise à laisser quelques hommes sur place. Et puis Colomb s'en va et revient une année plus tard et pour installer la première colonie de tout le continent américain. Alors qu'est-ce qu'il dit Colomb des Taïnos? Alors il dit: ils faisaient commerce avec nous et nous donnaient tout ce qu'ils avaient de bonne volonté. Ils prenaient plaisir à nous satisfaire. Ils sont gentils et ne connaissent pas le mal. Ils ne tuent pas et ne volent pas. Votre Majesté doit croire qu'il n'existe pas de meilleur peuple au monde. Ils aiment leurs voisins comme eux-mêmes et ont la conversation la plus douce au monde. Ils sont gentils et toujours riants. Bon, déjà, ce sont principalement des hommes qui vont s'installer dans cette première colonie. Donc, ils vont évidemment violer les femmes taïnos et puis prendre des concubines qui vont donner naissance aux premières générations de ce qu'ils appellent les mestissos, les métis. Et donc ils ont tout un tas de règles pour imposer le travail forcé aux Taïnos. Une de ces règles, par exemple, c'était il fallait, je crois que c'était toutes les 2 semaines, que chaque habitant de l'île âgé d'au moins 14 ans livre telle quantité d'or. S'il ne donnait pas de l'or, il fallait que ce soit du coton. Et s'il ne fournissait pas de coton, on lui coupait les mains jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Voilà, c'était de la barbarie. Évidemment, les Taïnos ne sont pas laissés faire. À partir de 1511, ils se sont organisés pour se révolter. Et ils se sont même alliés avec les natifs cubains. Et en parallèle de ça, les Espagnols ont commencé à faire venir des Africains déportés pour être mis en esclavage sur l'île, aussi pour du travail forcé. Alors ces Africains, ils venaient d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Alors ils venaient des ethnies Igbo, Yoruba, Akan, Maliké, ensuite Wolof, Adja, Mbundu, Abran, Peul, Kalabari, Zap, Bambara et Biafada. Et ils ont continué d'être déportés jusqu'au XIXe siècle. Donc le premier marronnage date de 1512. Ce sont 25 musulmans sénégalais qui se sont révoltés alors qu'ils travaillaient dans une usine sucrière. Ils se sont échappés vers les montagnes. Et ils ont créé la première communauté marron autonome de toute l'Amérique. Et il y a eu vraiment des révoltes très nombreuses de marrons. Et d'ailleurs, il y a des communautés donc, qui existent encore, des communautés qui sont créées et qui ont des descendants qui existent encore et qu'on peut voir même dans un documentaire qui a été fait récemment. Il s'appelle Cimarron Spirit. Donc voilà, ils ont lutté et se sont révoltés. La première révolte d'esclaves, 1522. L'une d'elles, par exemple, a été menée par Diego del Campo, qu'on voit ici. Du côté des Taïnos aussi, il y a eu des révoltes. De 1519 à 1533, il y a Enriquillo. Donc lui, il était un Taïno christianisé et il a combattu les Espagnols pendant 15 ans. Mais il avait un avantage sur eux, c'est qu'il connaissait le territoire mieux qu'eux. Et donc il a gagné au bout de 15 ans. Et alors voilà le pacte qu'il a scellé avec les Espagnols. Il leur a dit, si vous nous donnez la liberté et si vous n'exigez plus de nous du travail forcé, en échange, on vous donnera tout marron qu'on trouvera sur le territoire. En 1550, la population des Taïnos, elle est quasiment décimée. Donc ça veut dire en 50 ans, 1 million de personnes. Certains survivants sont allés s'installer sur les îles voisines. Dans les territoires qui étaient sous domination espagnole, il y avait une particularité, c'était l'idéologie du métissage. En fait, pour eux, l'idée c'était de diluer la race, donc d'encourager le mélange. Et à plein de moments dans leur histoire, donc les Dominicains ont fait venir des Européens pour ça. Ce qui est intéressant de savoir aussi avec la République dominicaine,
qui là s'appelle pas encore comme ça, hein. C'est qu'en fait c'est une île qui est partagée entre la République dominicaine et Haïti. Il y a toujours eu une relation antagoniste entre les deux. Or Haïti c'est quoi? C'est la première république noire. La première. Elle s'est libérée des Européens après une révolution. Avec tout ça, l'ouverture, tout à fait. Et les nations européennes, elles n'ont jamais pardonné à Haïti d'avoir fait ça, hein, parce que depuis, donc, elles s'acharnent quand même à détruire ce pays. À chaque fois qu'il vit par exemple une catastrophe naturelle, ils vont exploiter ce moment-là pour fragiliser le pays. Et puis nous, on est en France, donc on est obligé de se rappeler qu'on a une grosse dette envers Haïti, parce que donc il y a un historien haïtien, Jean Saint-Ville, qui dit qu'on leur devrait à peu près 40 milliards de dollars. C'était l'indemnité de 150 millions de francs qui a été obtenue d'Haïti sous la menace par la France de Charles X en 1825. Et c'était quoi? C'était une compensation pour les pertes subies par les colons. Donc on leur doit de l'argent, c'est pas du tout symbolique. Et en 1844, le secrétaire d'État américain Calhoun déclare que l'État dominicain naissant doit recevoir une reconnaissance formelle des USA, de la France et de l'Espagne pour prévenir l'accroissement de l'influence nègre dans les Caraïbes. Et donc on voit que les Européens et les Américains vont toujours bénéficier de cette opposition entre la République dominicaine et Haïti. Ils vont l'entretenir même. Et il va y avoir tout au long de l'histoire du pays des affrontements entre Dominicains et Haïtiens. Ça continue là jusqu'en 1855. Et donc, on voit que la République dominicaine, ça reste un produit de l'Europe. C'est un produit de l'Europe et aussi de l'Amérique. Et c'est un instrument pour servir sa politique dans la région. Donc au début du XXe siècle, à partir de 1905, les États-Unis vont littéralement occuper le pays et ils vont mettre au pouvoir Trujillo. En 1930, Trujillo les a aidés à renverser Horacio Vasquez. Donc Trujillo, c'était un militaire formé par les marines américains et lui a mis en place le blanquisme. Donc le blanquisme, c'était utiliser l'action violente et par l'action violente dessiner l'identité raciale dominicaine en privilégiant tout ce qui est européen et blanc et en rejetant l'africanité et en stimulant très fort l'hostilité envers les Haïtiens. Et Trujillo, lui, il veut le mélange, qu'il n'y ait plus de disparité raciale. Il va ordonner en 1937 le massacre de 20 000 immigrés haïtiens, à la machette majoritairement. Alors, il va rester 30 ans au pouvoir grâce aux États-Unis. Et quand son soutien aux États-Unis va faiblir, ils vont l'assassiner, tout simplement. Il meurt en 1961. Un an avant de mourir, il a fait assassiner les sœurs Mirabal. Et les sœurs Mirabal, c'était des filles de fermiers assez aisées. Elles ont milité donc contre la dictature. Il les a assassinées donc en les faisant violer et tuer. Alors on raconte que Trujillo convoitait une de ses 3 sœurs et qu'elle l'a rejetée. Et qu'en plus, elle a affirmé devant lui son opposition à sa politique. Aujourd'hui, dans la République dominicaine, il y a quelque chose qui reste très présent. C'est la stratification raciale. Il y a les Africains qui sont infériorisés, et puis il y a la descendance européenne qui est idéalisée. Il y a toujours, enfin jusqu'à récemment, il y avait encore les catégories raciales sur les papiers d'identité. Blanc, métis, mulâtre, noir et jaune. Alors, dans l'esprit des Dominicains, Enriquillo, que je vous ai montré tout à l'heure, le taïno christianisé, lui c'est une figure positive, ils aiment bien s'identifier à lui. Parce qu'ils considèrent que c'est un Indien héroïque parce qu'il a fait une alliance avec les Espagnols. Et ils pensent que ça c'est positif. Ça révèle aussi que dans leur esprit quand même le génocide des taïnos est complètement impensé. Et dans la société d'aujourd'hui, il y a encore énormément de racisme. Les gens donc nient leur héritage africain. Et il y a une histoire d'amnésie et puis de perpétuation du racisme. Par exemple, j'ai découvert là qu'il existait un parc de loisirs taïno. On va le dimanche après-midi, par exemple, s'amuser, alors que les taïnos ont été génocidés dans ce pays. Et le racisme anti-haïtien, lui, il est très présent aussi aujourd'hui encore, hein, parce que il y a même un terme qu'il décrit, c'est l'anti-haïtisme. Être dominicain, c'est ne pas être
haïtien. Et José Francisco Peña Gómez, lui, c'était un révolutionnaire, donc leader du parti révolutionnaire dominicain. Il était fils d'une haïtienne et d'un immigré haïtien. Et il a été adopté par des paysans dominicains quand ses parents ont dû fuir la dictature de Trujillo. Il a fait une partie de ses études en France. Et il était très apprécié par les classes populaires. Donc il s'est présenté au présidentiel. Et toute la campagne qui a été faite contre lui par l'opposant, c'était Joaquín Balaguer Ricardo. C'était uniquement sur le motif d'anti-haïtisme. Donc il l'accusait de faire du vaudou, de vouloir donner le pays aux Haïtiens. Et donc, alors qu'il était très populaire auprès du peuple, le fait que son adversaire ait exploité les peurs du peuple a fonctionné. Il a échoué à l'élection présidentielle et il est décédé peu de temps après, ce qui est un peu tragique comme histoire. Alors, contre le racisme, les Dominicains continuent de lutter quand même. Aujourd'hui, il y a par exemple ici Dania Peguero, elle a écrit un livre qui s'appelle Niñas Bellas pour les petites filles, donc qui valorise l'identité africaine des Dominicains. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail parce que de manière cyclique, il y a des explosions de haine anti-haïtien avec, par exemple, l'État va lancer une déportation massive et très rapide. Et toute personne qui ne peut pas justifier de sa nationalité dominicaine est déportée dans la journée. Donc on va voir des bus arriver dans les villes et les gens vont être très vite déportés. Et les descendants d'Haïtiens, eux, dans le pays, sont enregistrés comme étrangers. Le dernier pogrom d'Haïtiens date de 2005 et le dernier lynchage aussi. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on a l'assassinat des sœurs Mirabal, qui prend quand même un sens particulier dans l'histoire du pays. Mais il n'y a pas dans l'histoire des Taïnos, il n'y a pas dans l'histoire des Afro-descendants, des femmes dont on aurait pu retenir l'histoire. Et puis surtout, il y a le problème que ça pose de n'en faire qu'un crime fait aux femmes, que quelque chose qui relève de la haine des femmes. C'est un petit peu plus que ça. L'histoire du pays, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a une société où, certes, la condition des femmes n'est pas bonne, mais c'est aussi lié à la logique du pays et la logique raciste. Un pays qui est né sur un génocide, qui est né sur l'exploitation des Noirs, donc qui est structurellement négrophobe, avec un peuple qui majoritairement se pense comme non africain alors qu'il est descendant, c'est un peuple afro-descendant. On ne peut pas juste parler là-dedans de haine des femmes. On pourrait dire que ce qui est arrivé aux sœurs Mirabal, ça s'inscrit dans les violences plus larges, les violences racistes. Parce que donc, dans les sociétés racistes, la condition des femmes n'est pas bonne. Et la société dominicaine, c'est une société blanche. Si on s'y promène, on verra que les gens sont majoritairement non blancs, mais ça reste une société blanche, avec une logique raciste. Ensuite, le deuxième point qui pose un peu problème, c'est d'avoir donc dans cette zone-là, Caraïbes et Amérique latine, il y a l'impérialisme quand même qui joue un rôle très important. Et tout un aspect politique complexe et profond qui est complètement éludé. Et c'est mis au second plan. Je veux dire, si on dit les Amériques dans cette zone, si on a envie de parler des USA, on a des jours et des jours pour décrire ce qui s'est passé dans cette zone. Et donc ça, c'est mis de côté. Et puis on a une question qui va faire une espèce d'unité de surface sur l'idée de la condition des femmes. Donc c'est une complexité politique et gommée, mais en même temps qui permet de mettre de côté des questions qui sont de premier plan. L'impérialisme, c'est une question de premier plan. Si encore la dénonciation de ce qui avait été fait à ces sœurs Mirabal ou aux femmes en général, elle s'accompagnait systématiquement d'un propos sur l'impérialisme, ce serait différent. Mais là, ce n'est pas le cas. Le racisme, il passe par quoi? Il passe par une culture qui est de plus en plus globalisée, qui nous fait passer des informations sur quels sont les rôles des uns et des autres, des blancs et des non-blancs,
sur un ordre racial, et puis le racisme nous fait adhérer à cet ordre aussi. Et puis le racisme, c'est inévitablement la violence, c'est-à-dire la violence soit qui promeut la terreur, soit qui réprime ceux qui ne se soumettent pas à son ordre. Alors hier c'était la violence, aujourd'hui des fois c'est plus subtil. Mais quand on parle de violence, aujourd'hui, très souvent, on parle de choses interpersonnelles et on n'est pas dans des questions, on va dire, sociales. Alors je vais donner des exemples de violence blanche, ce que moi je vois comme de la violence blanche, et qui souvent est déguisée en fatalité, en perte inévitable. Alors par exemple, quand on a des territoires qui sont dévastés par des catastrophes écologiques, ou alors que les États vont priver de ressources pour reconstruire ou pour aider tout simplement, comme c'est le cas en ce moment Mozambique, Zimbabwe. Voilà, c'est très récent, on ne met pas de ressources à disposition. Il y a la moitié des personnes qui sont concernées là, qui sont des femmes. C'est arrivé aussi à Puerto Rico. En fait, Puerto Rico, il y a une catastrophe naturelle. Les États-Unis ne sont pas intervenus, n'ont pas envoyé de secours. Et ça s'est traduit en dizaines de milliers de morts, du fait de l'inaction en fait, des États. C'est aussi, donc là comme à Flint, Michigan, c'est aussi quand des populations non blanches sont délibérément empoisonnées ou alors privées de ressources élémentaires, soit pour les affaiblir, soit pour les déplacer. Donc Flint, Michigan, c'est ça, c'est une population majoritairement noire qui est obligée de boire une eau empoisonnée et ça dure depuis une éternité. C'est ce qui se passe à la Martinique et la Guadeloupe avec le chlordécone. Voilà, Flint, l'eau. Donc c'est l'eau qui cause tout un tas de maladies et qui prive les gens en fait de descendance, donc aussi les femmes de descendance. Et l'État est complètement inactif, en fait, ça dure depuis plusieurs années. Les gens se lavent avec, la consomment, n'ont pas d'autre choix. Et comme ils sont privés de ressources par le racisme, ils ne peuvent pas acheter de l'eau. C'est aussi ce qui s'était passé à la Nouvelle-Orléans, une population qui est remplacée, c'est ce qui se passe en Palestine, un remplacement de population. C'est aussi quand, je prends tout ce qui est militaire, c'est-à-dire les bombardements de la coalition, c'est de la violence blanche, c'est les déplacements forcés de population. Par exemple, pour nous, ce qui est le plus proche de nous, c'est ce qui se passe en Méditerranée, puis dans les Pyrénées et les Alpes. La violence blanche, c'est aussi le système judiciaire et puis la prison, qui est un dispositif répressif raciste qui brise des familles. Aujourd'hui, il y a 20 000 mandats de dépôt. Les gens, à partir du moment où ils sont en mandat de dépôt, ils sont privés de droits sociaux et de droits politiques. Et puis quand ils sortent, ils ont perdu un emploi et puis ils sont condamnés à l'illégal parce qu'ils n'ont plus ces droits civiques. Et puis c'est aussi quand la violence blanche, c'est aussi quand la France forme les polices ou les armées des pays anciennement colonisés. Donc elle fait ça assez discrètement, elle dit venez, ils sont libres, regardez leur brutalité, et puis en fait non, on les forme, des fois ils partent de Blagnac, de près d'ici. Que ce soit par rapport aux sœurs Mirabal ou par rapport à nous aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut comprendre un fait sans le voir dans son contexte. Ça va être la même chose pour nous, c'est-à-dire en faisant abstraction du monde dans lequel ce fait a lieu. Parce qu'en fait, le monde, ce qu'il y a autour, ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Si on revient en France, et donc plus concrètement pour nous, ce que c'est le racisme, pour nous le racisme, c'est un ordre racial. C'est-à-dire que on n'a pas de mobilité dans la société. Donc là, je prends un exemple, c'est Vinci, le comité exécutif de Vinci. Si moi je veux être au comité exécutif de Vinci, j'ai intérêt de beaucoup me motiver et peut-être j'y consacre ma vie et je suis pas sûre d'y arriver. Par contre, si je veux devenir agent d'entretien, ça va être extrêmement simple. Pareil, si je veux mettre mes enfants à Rennery à l'école, ça va être très simple. Si je veux les mettre à Fermat, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, Fermat, ma génération à Fermat, à peu près. Hein. Il y a une femme noire. Et c'est pas parce qu'il n'y avait pas de descendants d'immigrés à cette époque en France. Et pareil, si je veux créer ma salle de sport à Rennery, je vais avoir des obstacles qui vont se mettre sur ma route absolument
immense. Par contre, si je veux vendre du shit, ça va être extrêmement simple. Là, ça va être un boulevard. Donc, l'ordre social, c'est ça. Il nous facilite le chemin, en fait, pour être à des places qui vont être non constructives, et il nous met des bâtons dans les roues pour le reste.